Et donc, le dit Belin, qui n'était que le porte-plume, même pas, de son tuteur et banquier Jacques Barnaud, qui était son directeur de cabinet, mais ça c'était fréquent, vous savez, les sous-synarques, ils étaient tous sous-synarques, les sous-synarques de la tendance Belin, de la CGT confédérée, de la tendance syndicale, avec un S, ces sous-synarques avaient tous des tuteurs, tous. Et quand ils étaient ministres, c'était leur chef de cabinet ou leur second, en titre ou pas en titre, qui était le vrai ministre. Et qui est-ce qui a signé officiellement? C'est Belin. Qui est-ce qui a signé le décret d'abrogation de la CGT le 10 novembre 1940? Je vous le donne en mille. C'est le ministre du Travail en titre et de la production industrielle, René Belin. Nous avons eu un quasi-secrétaire général de la CGT qui a tué la CGT. Oh, qui le sait aujourd'hui? Personne, et c'est pas avec le métro forcément que vous le saurez, parce que je crois que ça ne figure même pas. Bien, toute la clique, alors vous direz, parce que c'est très intéressant, Bloch dit à un moment, parce que Bloch, il a de bons sentiments, et il dit à un moment du choix de l'étrange défaite, il dit à un moment, qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Vous savez que ça date de l'automne 1940, la rédaction du livre. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant, ces gens qui ont trahi les intérêts de la France, maintenant que la France est occupée? Mais ils en pensent très bien, ça va très bien pour eux, parce qu'ils ont tous été casés à la gamelle. Il n'y avait plus de syndicats, mais il y avait encore des syndicalistes. Et, enfin, des syndicalistes compréhensifs. Et alors, ils étaient tous, je vous ai cité Hyacinthe Dubreuil, ben, ils étaient tous pareils, ils étaient au Secours National, il y était aussi d'ailleurs, et puis dans des gamelles diverses. C'est le cas de Belin d'ailleurs, qui a été ministre en 1942, et puis quand il a pu être ministre, ils l'ont passé dans un truc d'association familiale, je ne sais pas quoi, vous voyez, pré-sécurité sociale, puisqu'il paraît que c'est Vichy qui nous a créé la sécurité sociale, ça s'est dit ces dernières décennies, voilà, et tout le monde était bien gavé. Inutile de vous dire que la reconversion américaine a été immédiate, patronale et américaine a été immédiate pour tous, enfin, ceux qui avaient survécu, non pas qu'ils eussent été victimes de l'épuration, aucun n'a été épuré, mais il y en a un par exemple, il est mort dans un bombardement à Lyon, dans un bombardement américain. Et alors les confédérés n'avaient rien trouvé de plus astucieux à dire que c'était nos victimes de la guerre. Alors là, quand même, malgré la réunification de la CGT, vous avez dit, il y avait des explications après-guerre. Il y a les camarades unitaires, d'ailleurs désormais majoritaires, qui leur ont dit que non, quand même, Francis Million, qui avait été un traître avéré, il ne fallait quand même pas nous expliquer qu'il avait été une victime de l'occupation. Vous voyez, lui aussi, un trou dans sa biographie, lui était mort. Donc lui, il n'a pas pu faire sa conversion, mais tous l'ont faite. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à mes travaux sur l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui est bien, d'ailleurs, quand on travaille sur plusieurs décennies, on les retrouve toujours tous. Alors, bien sûr, ils étaient comme leur patron. C'est-à-dire que depuis 1942-43, particulièrement, ils étaient fort sensibles à l'appel de la Pax Americana, appel de la Pax Americana rendu d'autant plus séduisant que depuis Berne, où il avait été envoyé par son chef Roosevelt à la tête de la représentation des services secrets américains qui s'appelait à l'époque l'OSS, l'Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA. Alan Dulles, le petit frère de Foster Dulles et futur chef de la CIA, on les retrouve tous, je vous dis. Alan Dulles, donc, à Berne, gavait, et quand je dis gavait, 25 millions par mois, gavait la résistance anticommuniste.
Alors, il aimait mieux celle de droite, mais il aimait bien aussi celle de gauche. Et donc, la SFIO faisait partie des bénéficiaires de ce que j'appelle un peu vulgairement la gamelle. Sachons-le, parce que c'est une donnée importante. Il faut aussi savoir que les fonds de la charte sont allés prioritairement avec nos bons, d'abord avec Vichy même, et puis après la succession de Vichy même, c'est-à-dire sous l'État gaulliste, améliorer l'ordinaire des confédérés, surtout qu'ils étaient un peu en déconfiture au lendemain de la guerre, il fallait bien les aider un peu. Donc on les a aidés. Alors je passe à ma deuxième et dernière période, sans préjudice de quelque chose que nous ne connaissons pas et qui est probablement très important. Parce qu'on ne peut pas dire que les institutions européennes ouvrent largement leurs archives. Il y a des gens comme ça de temps en temps qui y ont accès par chance, et puis il y a des bavards qui racontent ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même rare. Et puis, vous ne serez pas étonnés, c'est jamais traduit en français, je vais vous parler de l'un d'entre eux, mais sinon, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Or, ce qui se passe, c'est que le poids de l'Allemagne est probablement très important, comme il a été d'ailleurs décisif. Je pense que vous le savez, comme il a été décisif dans la reconversion social-démocrate du mouvement des œillets, hein, puisque ça a coûté cher à l'Allemagne, et pas seulement aux États-Unis, que d'orienter le Portugal sur les routes occidentales qu'il n'aurait jamais dû quitter. Bien, c'est-à-dire qu'on entre avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'après-Deuxième Guerre mondiale dans la phase de l'américanisation triomphante. Américanisation triomphante, on ne sait pas distinguer de l'européanisation triomphante pour la bonne et simple raison qu'elles sont toutes deux organiquement liées. Alors c'est une question encore plus taboue que le reste, hein, parce que comme vous le savez, nous sommes à un niveau de ce que je pourrais appeler la Gleichschaltung, si on causait allemand, comme on disait à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le père de Nicolas Werth qui disait ça, la Gleichschaltung de la presse française et des moyens d'information français, c'est-à-dire la mise au pas nazie. Enfin, nous, c'est plus la mise au pas nazie, c'est la mise au pas américaine depuis 1945, mais ça a une force et une puissance dont vous avez une idée d'ailleurs à la lumière de la campagne qui a été déclenchée contre le livre fort intéressant de ce chouan ultra-réactionnaire Philippe de Villiers qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Et bien franchement, je n'ai aucune sympathie pour le dit Philippe de Villiers, mais alors il a décidé de balancer, puis il est allé au canon de marine. Hein. Vous voyez comme quoi, dès qu'on veut bien sortir un peu d'archives, tout s'éclaire. Mais alors ça les a rendus dingos. Hein. Bon, c'est vous dire que c'est une question taboue, hyper taboue, super tabou, de telle sorte que ça aboutit au fait que des recherches extrêmement importantes, très avancées, très suffisantes, depuis les années 1970, ne sont pas connues du tout en France. Et vous savez comment on fait pour ce coup? On ne traduit pas. On traduit un tel qui nous fait des trucs sur la cour de Staline, le jeune Staline, tout ça, dans l'année qui suit. Hein, mais les bons ouvrages, au bout de 40 ans, 50 ans, ne sont toujours pas traduits. Or, la recherche étrangère, notamment anglophone, américaine, puis britannique, je vais évoquer surtout la britannique, et même italienne, sur le syndicalisme a permis de connaître cette imprégnation américaine sur le syndicalisme français qui a contaminé tout le syndicalisme hors CGT, pendant longtemps hors CGT, et puis un beau jour pas hors CGT. Or, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la polémique. Les États-Unis, je l'ai dit, sont le pays impérialiste le plus puissant. L'impérialisme le plus puissant, il n'aime pas le partage. C'est pas de quartier, on vous a fait croire que voilà, c'était parce que il était contrarié, que l'URSS bolchevique vienne embêter tout le monde, tout ça, viole la liberté, pas du tout.
Hein, quand vous regardez le programme américain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'ailleurs le même que le programme américain de la Première. C'est on ne partage rien, on prend tout. Ça vous explique d'ailleurs qu'il ait voulu gober tous les empires coloniaux des impérialismes rivaux. Ce qu'il est d'ailleurs parvenu à faire, des éléments supplémentaires, évidemment, qu'il ne faut pas négliger, qui était bien entendu le mouvement national. Mais enfin, c'est tout pour moi et rien pour les autres. Hein. Tout ça pour vous dire que ce qu'ils ont fait à l'URSS, ils l'ont fait à l'Angleterre. Hein. C'était pas du tout simplement pour embêter Staline. C'est parce qu'ils voulaient l'Empire anglais aussi. Bon. Enfin, tout ça pour dire que la sphère syndicale, c'est une sphère essentielle. Parce qu'avec les années de crise et de guerre, la classe ouvrière était radicalisée dans une série de pays. Il faut même bien dire dans tous. Il faut savoir qu'il y a eu des ministres communistes au Danemark. Hein. Forcément, qui est-ce qui avait résisté pendant la guerre? Bon, tout ça, c'est tabou aussi. Hein. Monsieur Vievurka vous dit que les communistes servent rien dans la résistance, rien du tout, c'est juste les Américains qui nous ont libérés. Je vous recommande la lecture de mon prochain livre qui s'appelle La non-épuration, vous verrez, c'est tout faux. Bref, mais enfin, on n'a plus que ça. À la télé, même si on ne lit pas d'ailleurs, on n'a plus que ça. Entre les femmes tondues et la résistance, l'épuration sauvage, et les célébrations annuelles de la libération de la France par les troupes américaines, nous avons tout ce que nous devons savoir, tout le reste nous ne le devons pas savoir. Et pourtant, la sphère syndicale est une sphère essentielle, puisque qu'est-ce que vous faites si vous installez quelque part et puis que la classe ouvrière vous embête parce qu'elle se met en grève, elle ne veut pas faire plus de 40 heures, tout ça, c'est très ennuyeux. Et ben voilà, il y a qu'à céder. Alors comment on s'aide? Bon, déjà, on finançait depuis les années 40, le début des années 40, on a continué. Alors, je donne juste cette indication quand même. Tout ça a été bien préparé, admirablement préparé, et même annoncé par le congrès de l'automne 1944 de l'American Federation of Labour, qui avait déjà fourré son nez en Europe après la Première Guerre mondiale, parce que ça non plus on ne sait pas. Et figurez-vous qu'ils étaient tellement réactionnaires et tellement infâmes que même les plus réacs de l'aristocratie ouvrière européenne n'osaient pas trop afficher leur lien avec eux, parce que théoriquement tous ces gens étaient socialistes, et alors le socialisme pour Samuel Gompers, le chef de l'AFL, après la Première Guerre mondiale, enfin avant et après la Première Guerre mondiale, c'était vraiment Belzébuth incarné, donc ça rendait les choses un peu délicates. Heureusement, on s'était arrangé depuis, et il y avait des structures syndicales américaines qui pouvaient même convenir à nos théoriques socialistes des pays européens, la France comprise. Alors, à l'automne 1944, congrès de l'American Federation of Labour, qui n'avait pas tellement changé. Elle avait changé de dirigeant, mais était toujours pareil. Mais heureusement, il y avait un autre syndicat qui s'appelait le Committee of Industrial Organization, le CIO, vous savez, qui est devenu, en 1955, la FL-CIO, que de mauvais esprits, mais extrêmement lucides, appelait AFL-CIA. Mais extrêmement lucide, vous allez voir pourquoi et comment. Alors, c'était très simple. Ils font leur petit congrès, je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont, vous verrez, éventuellement d'ailleurs je donnerai des indications bibliographiques. C'est très simple, ces gens étaient purement et simplement des suppôts de l'appareil d'État américain. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les dirigeants de l'AFL étaient en relation directe avec le département d'État, l'OSS, son petit machin successeur entre deux, parce que théoriquement l'OSS a été supprimée à l'été 1945, et puis la CIA officiellement, elle a été créée en juillet 1947, mais nul ne peut croire que pendant 2 ans, ils sont restés sur service secret, bien entendu. Donc la continuité a été assurée. Alors, de quoi s'agissait-il? Alors, je vais vous donner juste un élément qui va vous permettre de comprendre tout de suite. Partout où les Américains s'installent, il y a un labor attaché, c'est-à-dire l'attaché aux questions du travail, du mouvement ouvrier. Et bien le labor attaché, évidemment, il travaille en relation directe avec un émissaire de l'AFL qu'on envoie dans toutes les ambassades, et je vais vous parler de celui, évidemment, dont on a entendu parler pendant des décennies.
Alors au congrès de 1944, il se forge un truc qui s'appelle le Free, toujours free, hein, c'est toujours libre, Free Trade Union Committee, ce qui veut dire le comité pour le syndicat libre. Or c'est bien. Alors c'est un tout petit truc qui n'a pas de sous théoriquement, ça n'a aucune importance, c'est le département d'État qui fournit les fonds. De quoi s'agit-il? Mais on sait tout hein, maintenant, presque. Il s'agit d'abord de casser, enfin je ne peux pas dire d'abord, c'est en même temps, casser le projet d'une fédération syndicale mondiale, projet qui s'est développé depuis la guerre et qui théoriquement doit consacrer sur le plan syndical mondial la belle alliance, la triple alliance, l'alliance alliée, patati, c'est-à-dire URSS, Grande-Bretagne, États-Unis, et il y a le CIO pour ça. Le CIO, ça a été très bien parce que c'était les plus gentils, les CIO, avec lesquels on peut discuter quand même. Donc, il fallait casser la FSN. Donc la FSN n'est pas encore constituée, ouais. Qu'elle est déjà morte, vu que les Américains sont quand même nettement plus forts que les Russes et plus riches. Surtout en 1945. Bien. Et, autre élément, casser tout syndicalisme combatif en Europe. Vous imaginez bien que s'il faut investir en Europe et qu'il y a ces cochons d'ouvriers qui cassent les pieds tous les jours, c'est quand même très ennuyeux. Donc, comment ça se fait? Eh bien, d'abord c'est délicat au début, hein, parce que on peut négocier avec les Allemands depuis 1942 pour savoir comment on va retourner les fronts, mais c'est un peu délicat, c'est très délicat. Alors, la classe ouvrière, entre la crise et la guerre, en plus sur le continent européen, avec les pays presque tous occupés et pas du tout disposés à considérer que les Allemands sont les meilleurs amis du jour, ou de l'avenir, tout ça rend la chose un peu délicate. Alors comment on va faire? Il y a deux types de cibles. Il y a les pays rares où le mouvement communiste où les combatifs sont majoritaires. C'est le cas désormais, franchement, de la France, de l'Italie. Bon, la Grèce, c'est vite vu, parce que la Grèce, ils sont hyper majoritaires, mais entre les Anglais et les Américains, comme vous le savez, Churchill règle déjà ça à l'été 1944 dans le sang, et par conséquent, alors là, ça se fera au canon de marine et au camp de concentration en Grèce. Hein, parce que la Grèce, on en cause beaucoup, mais causons un peu de ce qui s'est passé depuis les années 40 en Grèce, hein, où les Allemands ont attendu gentiment les Anglais pour ne pas avoir à capituler devant les forces résistantes communistes majoritaires grecques. Bien, donc là, il fallait faire des scissions. Là, des vraies scissions, hein, parce que comme ils étaient majoritaires, il fallait trouver le moyen de gaver les minoritaires et de leur faire créer autre chose, qui est à l'origine de la seule scission de la CGT. Parce que la scission, j'ai oublié de vous en parler, la scission de 1939, c'est pas une scission. C'est les confédérés comptant sur la police et la justice pour virer les combatifs en prison d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont théoriquement susceptibles de prison. Le décret du 26 septembre 1939 interdisant le Parti communiste et toutes ces organisations dites satellites. Bon, tout. Hein. Par conséquent, nous sommes là avec une situation telle que les minoritaires, on les recueillera, on leur donnera des sous pour fabriquer des organisations. On s'en fiche que les organisations soient faibles. L'important, c'est de casser le mouvement ouvrier. Ils ne veulent pas des syndicats forts, ils veulent des syndicats cassés. Bon, ça ira très bien. Et alors ça, c'est pour à peu près toute l'Europe. Hein, parce que, sauf les Italiens, les Français et les Grecs, traités comme on sait à partir de 1947, où les syndicalistes sont mis en prison, exécutés, voilà, toutes ces choses dont on ne parle pas non plus, c'est pas européen. Voilà, et comment on a fait? Vous me direz, il fallait trouver le moyen. On a utilisé l'inoxydable Fédération syndicale internationale, dont les secrétariats étaient, j'allais dire mourants, mais existaient, et à partir desquels on a
préparé ce que j'appelle la marshalisation des pays de la sphère d'influence américaine. C'est eux qui appelaient les pays, c'est pas moi, hein. Dans les archives américaines, on appelle les pays Marshall, à partir de 47-48, les pays Marshall. Voilà. Marshall Countries. Et alors, les pays Marshall, ben voilà, on leur fait avaler toutes les scissions nécessaires, mais dans des conditions qui sont ahurissantes et qui ne vont pas vous surprendre. Qu'est-ce qu'on a pris comme syndicalistes? Ben, les mêmes. Hein? Les mêmes. C'est-à-dire ceux qui avaient fricoté avec les Allemands, hein, à peu près tout l'appareil de Belin, hein, parce que Belin n'a pas épuré non plus d'ailleurs. Et puis ben, tout ça, ça s'est fait très bien. Alors sachez qu'on ne le dit pas en France, mais on a des historiens qui ont fait l'histoire de tout ça. Moi j'ai fait un peu, mais surtout, je vous recommande vivement, il faudrait qu'on trouve moyen de le traduire un de ces jours, les travaux de Karl Nuth. Je vais même vous faire circuler son dernier livre. Bon, il a un peu de ton occidental, mais il est effrayant, absolument effrayant. C'est-à-dire que finalement, il vous donne le tarif des scissions de l'après-guerre. Combien de millions de dollars? C'en est une caricature, je vous assure. Heureusement, c'est très bien d'ailleurs qu'il soit même manifestement un peu anticommuniste, parce que ça aide. Ce serait autrement, on dirait non, il raconte n'importe quoi celui-là, mais pas du tout. Parce que il s'appuie sur des documents sérieux, il s'appuie sur l'émissaire en chef par chez nous, le fameux Irving Brown, le délégué du FTUC, dirigé par J. Love Stone, qui avait un peu fricoté dans le communisme au début des années 20, puis qui, traité comme il fallait, était devenu d'un anticommunisme coupé au couteau. Alors, il est vrai que la concurrence est dure, mais enfin, dans le genre, il valait bien Doriot, et qui était purement et simplement, je dirais, un représentant syndical du département d'État. Voilà. Et bien voilà. Alors, ça va jusqu'au 70. Mais je vous assure, c'est à ne pas croire. D'ailleurs, quand on lit anglais, il faut, je dirais, presque surtout lire les notes. Parce que, vous savez, les Anglais, ils sont souvent un peu fauchetons. Ils disent tout, mais l'air de rien. Alors, lui, pour dire tout, l'air de rien, il a surtout collé les trucs dans les notes. Vous demandez si vous avez bien lu. Mais vous avez bien lu. Bien, tout ça pour dire que on a repris les pires, parce que c'est ça qu'on ne sait pas. Comment ont-ils fabriqué le syndicalisme ouest-allemand? Eh bien, avec tous ceux qui ne s'étaient pas battus contre Hitler. Et même qui avaient fait des offres de service. Hein. Alors Hitler les avait refusés parce qu'il avait beaucoup de monde à caser. Mais s'il avait eu moins de monde à caser, il les aurait pris. Hein. Parce que vous savez que Noske, le chien sanglant, il a fait des offres. Hein. Ils ont presque tous fait des offres. Je vous le dis quand même, comme ça, juste pour qu'on n'ait pas besoin d'en parler plus, le Parti social-démocrate a quand même, au printemps 1933, évincé de son bureau, de sa direction, les membres juifs. Donc c'est tout ça, c'est pour vous dire que quand je dis que c'est des offres de service, vous voyez, c'est même pas la peine d'aller par individu. Hein. On voit ce qu'il en est. D'ailleurs fait il y a quelques années un article là-dessus pour montrer un peu comment le Parti social-démocrate s'était conduit. Non, parce que vous savez, dans les périodes unitaires ou dans les rêveries unitaires, on n'aime pas tellement l'histoire, de telle sorte qu'on dit le mouvement ouvrier a été réprimé par Hitler. Ah oui? Enfin, moyen, hein. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier communiste a été réprimé par Hitler. Hein. C'est même les militants communistes qui ont construit Dachau au printemps de 1933. Mais chez les social-démocrates, ça a été... Il y avait des braves social-démocrates, c'est vrai, il y en a eu. Mais enfin, la répression a été essentiellement une répression anticommuniste, ce qu'on ignore, vous le savez aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il n'est plus qu'un élément qu'on prenne en compte,
Et pour ceux de ma génération qui non seulement ont vécu d'abord le lycée et puis ont enseigné en lycée, il est un peu surprenant de voir que la prise en compte de la persécution des Juifs qui existait à peine dans les manuels est devenue la seule, alors que par exemple la dimension anticommuniste et la dimension de l'extermination du peuple des Slaves, et notamment du peuple russe, juif ou pas juif, est un élément considérable de la répression hitlérienne qui a complètement disparu du champ. Nul ne peut me soupçonner du moindre antisémitisme, mais tout simplement du souci, comme Novick, qui est d'ailleurs pas moins juif que moi, l'a fait pour analyser la question de la persécution, de la destruction des Juifs aux États-Unis, et qui a montré à quel point il y avait eu une conception utilitariste et très fonction de la conjoncture internationale américaine du traitement de la question. Tout ceci pour vous dire que nous avons aujourd'hui le moyen de montrer dans la formation nécessaire, dont finalement nous avons aussi parlé ce matin, nous avons le moyen de montrer à ceux qui sont un peu, bien sûr, à l'abandon, qui sont très mécontents, mais qui ignorent que leur situation est si proche de la situation de ceux qui ont souffert des précédentes crises, que la situation est la même et que les solutions pour en sortir sont les mêmes, c'est-à-dire, évidemment, les luttes sociales, la connaissance des choses que le patronat, lui, connaît, mais qu'il interdit aux dominés de connaître, parce que cette longue histoire de dépendance d'une fraction du mouvement ouvrier, qui est aujourd'hui tabou, qui est laissée dans l'ombre, elle éclaire quand même des surgissements curieux, et notamment le fait qu'il puisse exister de théoriques militants responsables de la CGT, responsables qui plus est de la formation historique, civique, antifasciste de la CGT, qui puisse tout d'un coup se déchaîner, qui contre les gilets jaunes, contre tel intellectuel, contre une intellectuelle, mon Dieu, qui n'a jamais porté atteinte à l'honneur de la CGT, mais qui a le sentiment de l'avoir quand même honnêtement servi sur le plan scientifique, historique et politique. Comment des gens comme Pascal Debay peuvent se trouver aujourd'hui à la tête de la CGT et pressenti, malgré, je dirais, un travail de conviction scientifique, enfin on dirait un travail de conviction scientifique qui n'est connu de personne, c'est un travail qui n'existe pas, mais malgré un travail de conviction scientifique, comment ce Debay, véritable faussaire, chargé de la formation civique antifasciste, non seulement de la CGT, mais de tout VISA, c'est-à-dire de tous les syndicats présumés progressistes, y compris la CFDT, qui à mon avis d'ailleurs n'a jamais mis les pieds à une initiative de VISA. Comment Pascal Debay peut se trouver non seulement à la tête générale de la CGT, mais un des favoris, semble-t-il, de la Confédération européenne des syndicats pour le prochain bureau confédéral. Ayons bien en tête que cette CES, c'est celle qui succède directement à la CISL, parce que j'ai oublié de vous dire comment c'est appelé, mais tout le monde le sait quand même, la Confédération internationale des syndicats libres, bien sûr, toujours libres, qui en 1949 a abouti officiellement à la casse de la Fédération syndicale mondiale, laquelle Fédération syndicale mondiale avait été tuée dans l'œuf pratiquement depuis sa naissance à l'automne 1945, avec la complicité d'une partie de ses membres, comment vous le savez. La CGT l'a quitté, puisque la CGT a été
La tâche a été plus difficile évidemment que pour tous les autres syndicats. La CGT a été l'objectif, la cible et la victime de ces efforts. Et au bout de quelques décennies d'abandon, de liquidation du mouvement ouvrier de défense des salariés en France, c'est-à-dire grosso modo